E aí, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do seu canal Eurocomics dedicado ao melhor dos quadrinhos europeus. Hoje, pela primeira vez, a gente vai falar aqui sobre o Museu do Estranho, o Santuário dos Titãs, que é um quadrinho do Regric, desenhado no melhor estilo linha clara, né? Esse vídeo tava lá no nosso outro canal e chega agora ao Eurocomics. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal sobre BD, sobre banda desenhada. E antes que alguém me pergunte, né, o que é isso, PH? O que é BD? O que é banda desenhada? Eu respondo, é um termo que vem do francês, bande dessinée. Bande dessinée é a forma pela qual os franceses, belgas e suíços chamam as suas HQs, as suas histórias em quadrinhos. E é um mercado, assim, bastante regional, bastante específico, com características e personagens próprios. Isso vem lá da Segunda Guerra Mundial. Ainda é um mercado que não foi muito influenciado pelos super-heróis. É claro, né, que os comics americanos estão presentes na cultura dos quadrinhos na França e na Bélgica. O mangá é fortíssimo, mas a BD ela tem uma personalidade muito particular, né, e é uma coisa muito regional deles. Então hoje tem uma BD que eu recebi recentemente através do desenhista Regric, um artista francês que trabalha inspirado em grandes artistas da linha clara, como Hergé, o criador de Tintin, e Bob Demure, o pai de Barrelly. Mas o Regric, ele já desenhou e continua também fazendo álbuns de Le Franc, herói criado originalmente por Jacques Martin, como Noël Noir, L'Éternel Shogun, L'Enfant Staline, Cuba Libre e o Homem-Pássaro. E ainda teve esse daqui, Été Indien pour la Mini, Verão Indiano para o Mini, publicado pelas edições Paquet, que eu também guardo na coleção. E a HQ do Regric, sobre a qual eu vou falar agora, é o primeiro volume do Museu do Estranho. Ela se chama O Santuário dos Titãs, um quadrinho feito hoje em dia, mas que nos remete aos melhores tempos da linha clara, com Hergé e Bob Demure. E o legal do Regric é que ele transita muito bem tanto na linha clara realista de Jacques Martin, como na do Hergé. O Santuário dos Titãs é uma BD em capa dura que saiu em outubro de 2018 pelas edições du Longbec. Ela tem 52 páginas e conta uma história que se passa em 1954, recheada de ingredientes fantásticos e de ficção científica. A aventura começa em Paris durante um rigoroso inverno, quando um museu está para ser inaugurado com peças do explorador M. Rocas, desaparecido há tempos na América do Sul. O material foi doado por sua filha. O dono do museu é o senhor Penot, que também é o proprietário de uma famosa marca de automóveis francesa. E para a abertura do local, uma curiosa imprensa é convidada para um coquetel que atravessa a madrugada. Depois que os repórteres vão embora, dois funcionários do museu, Victor Galopin e Elsa, resolvem continuar a catalogar as peças e um robô a vapor falante é descoberto por eles, assim como um osso fêmur que teria pertencido a um ser de mais de 4 metros de altura. Enquanto isso, o senhor Penot, o dono do museu, resolve organizar uma expedição à América do Sul como golpe publicitário para visitar as ruínas em que todo esse acervo, o acervo do museu, foi achado no passado por M. Rocas. Tá aí então um quadrinho retrô, né, que foi todo feito pelo Regric, com exceção das cores, realizadas por Loli e Rala Marin. E agora nós vamos ter a honra de receber o próprio Regric, né, que vai bater um papinho com a gente. Et voici Regric qui répondra à quelques questions à propos de sa carrière et à propos du musée de l'étrange, le sanctuaire des Titans. C'est un honneur pour nous de vous recevoir parmi nous, Regric. Merci de bien vouloir nous accorder cette interview. Bien, bonjour PH et merci pour ton invitation. Pourriez-vous nous dire quand vous avez décidé de devenir un dessinateur de BD? En fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. En fait, j'ai commencé vers 7 ans, vers l'âge de 7 ans. Et j'ai toujours à partir de là dessiné, fait des petites histoires, toujours du dessin pour raconter des histoires, pas vraiment du dessin comme ça de paysages ou des portraits, des choses comme ça. Non, non, vraiment des petites bandes dessinées.
Et au début même, je décalquais les dessins de mes auteurs favoris. J'ai décalqué des dessins de Spider-Man et par la suite des dessins de Tintin, etc. Je changeais les bulles et je racontais une nouvelle histoire à l'aide de dessins retracés. Voilà, donc c'était mon petit bricolage à moi au début. Et puis voilà, j'ai continué, j'ai évolué, j'ai progressé. Mais voilà, c'est une envie que j'ai toujours eue depuis mon plus jeune âge, être dessinateur de bande dessinée. Vous avez été stimulé par Bob Demmour lui-même et avez passé en 2003 un test réalisé par Jacques Martin pour dessiner Le Voyage de Lefranc. Comment ces deux auteurs ont-ils influencé votre carrière et votre style? Ben oui, en fait, en 2003, j'ai pris contact avec Jacques Martin en lui proposant ma collaboration. Et j'ai eu la réponse, la très belle surprise de recevoir une longue lettre de lui m'expliquant le concept des voyages de Lefranc. Il était question de raconter l'histoire de l'aviation et aussi l'histoire de l'automobile dans un premier temps. Donc j'ai fait un test et ça s'est bien passé, il a été convaincu et on a pu commencer à travailler ensemble. Et voilà, et donc au niveau du style, c'était vraiment, enfin travailler avec Jacques Martin, pour moi c'était presque une évidence puisque j'ai toujours travaillé dans ce style de dessin dit école de Bruxelles. Et effectivement, mes auteurs favoris sont donc Hergé, Jacques Martin, Bob Demmour, Jacobs. Donc ce sont ces auteurs-là qui m'ont principalement influencé. Principalement donc Martin et Bob Demmour. Et c'est vrai qu'ils ont eu une grosse influence sur moi dans la mesure où j'ai vraiment appris le dessin en regardant leur travail. Voilà, donc c'est vrai que me retrouver sur Lefranc, ça n'a pas été si compliqué pour moi parce que j'étais vraiment complètement investi et familiarisé avec ce style de dessin. En parlant du style de Lefranc, justement, qui est plus proche de celui de Blake et Mortimer, et du fait que vous dessinez déjà les personnages de Jacques Martin, existe-t-il une possibilité réelle de dessiner les personnages créés par Edgar Pierre Jacobs dans un futur album de la série? En fait, dessiner Blake et Mortimer, je n'y ai jamais pensé parce que bon, l'occasion ne s'est pas présentée, je n'ai pas été contacté pour ça, et puis je suis déjà tellement occupé avec Lefranc que je ne sais pas comment je pourrais faire pour me consacrer pleinement à Blake et Mortimer. Mais enfin bon, de toute façon, l'occasion ne s'est jamais présentée. Mais je dois dire que de toute façon, je suis très heureux à dessiner Lefranc et que pourquoi aller sur Blake et Mortimer, bien que ce soit une série différente et plutôt extraordinaire, plutôt formidable. Ça ne fait pas partie de mes objectifs prioritaires. Comment votre expérience précédente dans la production des albums de Lefranc a-t-elle aidé dans le musée de l'étrange, le sanctuaire des Titans? Disons que bon, graphiquement, au niveau de l'histoire, le sanctuaire des Titans, c'est complètement différent de Lefranc, bien sûr. Mais là où il y a forcément eu comme une aide, c'est dans la mesure où travailler sur un album de Lefranc, c'est un travail de longue haleine, de persévérance. Et donc, voilà. Quand je me suis retrouvé sur mon album personnel, je me suis retrouvé face aux mêmes difficultés, voilà, de tenir la distance, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est quand même très long de dessiner un album de Lefranc comme un album du Musée de l'Étrange. C'est quand même un an de travail. Donc voilà, c'est là où il y a expérience, c'est au niveau de cette persévérance et voilà, de tenir la distance. Voilà. Pouvons-nous dire qu'il y a eu quelques aventures de Tintin qui ont servi d'inspiration dans la création de cet album? Par exemple, j'ai vu quelque chose qui semblait faire référence aux 7 boules de cristal dans cet album. Alors c'est vrai que
quand on regarde cet album, Le Sanctuaire des Titans, bon, on voit clairement que voilà, il y a une filiation avec le travail d'Hergé, c'est évident. C'est absolument assumé. Et évidemment, ça peut faire penser à Tintin, mais en fait, c'est très différent au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, la façon dont ils parlent, la façon dont ils agissent. C'est assez différent. C'est visuellement, effectivement, que ça rappelle très fort Tintin. Mais voilà, pour le reste, c'est quand même très différent. La présence d'un personnage féminin plus actif dans cette histoire, telle qu'Elsa, montre que cette BD, bien qu'elle se passe dans les années 1950, est plus connectée à notre époque. Voulez-vous lui donner plus d'importance dans les prochaines aventures, ou bien les récits seront-ils plus centrés sur Victor Galopin, Messier 220? Justement, comme tu viens de le dire, PH, cette fille qui est vraiment partie prenante dans l'histoire, qui fait vraiment partie du trio de héros que l'on voit ici, cette Elsa, et elle est vraiment, elle fait vraiment partie des protagonistes de l'histoire. Bon, ça c'est assez différent des histoires d'Hergé où effectivement il y a pratiquement jamais de femmes, en tout cas très très peu. Et j'ai voulu donner justement à ce personnage féminin un rôle important et elle prend les choses en main par moment, elle donne son avis et elle proteste, enfin voilà, et elle apprécie les situations dans lesquelles elle est à sa manière, avec ses opinions et voilà, et c'est un personnage très important dans mon histoire et qui en plus amène des gags spécifiques aux femmes, enfin. Et donc c'est très intéressant à manier, quoi. Et ça, c'est bon, voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Je voulais pas faire une histoire uniquement de garçons. Voilà, il faut quand même un petit peu évoluer. Et voilà, de ce point de vue, je pense que j'ai amené une petite pincée de modernité dans cette ligne claire classique. Connaîtrons bientôt les mystères liés à Messier 220. Le robot, Monsieur 220, est un personnage qui m'a surpris moi-même en l'utilisant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il prenait de l'importance de plus en plus dans le récit et que voilà, de personnages accessoires, il se retrouvait vraiment protagoniste et qu'il était presque par moments le moteur de l'histoire. Et c'est très bien, c'est une très belle surprise que j'ai eue là, parce qu'au départ, c'était pas tout à fait ça. Oui, effectivement, ses origines sont un peu expliquées au début de l'album, mais elles mériteraient d'être un petit peu plus développées. Donc, il n'est pas exclu, effectivement, que par la suite, je revienne là-dessus et que j'explique un petit peu ses origines, les origines de son créateur, puisque bon, le héros a été créé en une période très troublée qui est la Première Guerre mondiale. Donc, effectivement, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais en plein milieu de ce premier album. J'ai déjà noté quelques idées pour la suite et raconter les origines de Monsieur 220 fait partie de ces idées pour la suite. Et comment s'est déroulé votre processus d'inspiration en ce qui concerne la récréation des ruines perdues en pleine Amérique du Sud? Alors pour toute la partie sud-américaine de l'histoire, bien que ça se passe dans un pays imaginaire, je me suis bien sûr inspiré de pays existants. Et pour les sites archéologiques, pour l'architecture de ces ruines là, que l'on voit, je me suis inspiré de plusieurs choses, enfin du Machu Picchu, de Teotihuacan, du site de Pumapunku sur les bords du lac Titicaca en Bolivie. Donc voilà, ce que l'on voit dans l'album, c'est en fait une sorte de mélange de plein de sources documentaires qui font que voilà, j'ai recréé un lieu qui est original, mais qui effectivement s'inspire d'endroits que l'on peut visiter encore aujourd'hui dans certains pays d'Amérique du Sud.
comment avez-vous fait pour ajouter une touche de science-fiction, des extraterrestres et un sentiment apocalyptique à propos de notre venir sur Terre à une aventure classique dessinée dans le style ligne claire? Eh bien ça, je tenais beaucoup à introduire cette dose de fantastique dans mon histoire qui commence d'une manière tout à fait dans un type aventure tout simple et qui ensuite va vers quelque chose de plus ésotérique et plus fantastique. Ça, c'est quelque chose que je voulais surtout placer sur la fin pour amener une sorte de surprise. Et aussi, je tenais à cette idée sur l'avenir de l'humanité et la façon dont l'être humain se comporte sur la planète. Et voilà, je tenais à cette espèce de petite morale à la fin de l'histoire. Morale sans prétention, mais enfin, quand même, une petite parabole sur l'humanité. Donc, voilà, je pense que ça amène une bonne dose de surprise sur la fin du récit. Donc ça, voilà, je pense que c'est un point positif. La série Le Musée de l'étrange devrait comporter combien de volumes? Alors, la série du Musée de l'étrange est prévue pour être développée sur de nombreux albums, on l'espère tous, l'éditeur y compris. Mais bon, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et je suis déjà en train de travailler sur un deuxième épisode. Mais bon, il faudra un petit peu de temps encore pour que ça sorte. Mais effectivement, j'espère pouvoir développer cet univers parce qu'il y a pas mal de personnages, il y a un grand potentiel d'histoire. Donc j'espère pouvoir faire plein d'histoires du Musée de l'étrange parce que ça m'amuse beaucoup. Aimeriez-vous que cette BD ou d'autres de vos ouvrages soient publiés ici au Brésil, un pays de plus en plus intéressé par la BD européenne? Oui, bien sûr, j'adorerais que cette bande dessinée soit publiée au Brésil. Ça fait partie des possibilités, voilà, de voir son travail traduit dans plein de langues. Bon, ça va déjà être bientôt traduit en espagnol, mais j'espère davantage, et entre autres le Brésil. Je connais pas le pays, mais j'aimerais bien voir mes bandes dessinées publiées là-bas. Oui, ce serait formidable. Ça serait le retour du Musée de l'étrange en Amérique du Sud, ce qui correspond bien à cette première histoire. Connaissez-vous des auteurs de bandes dessinées brésiliennes? Non, malheureusement, je ne connais pas d'auteurs brésiliens. Je n'ai aucun nom qui me vient à l'esprit. Malheureusement, non, je ne connais pas. Je ne suis jamais allé au Brésil non plus, et je le regrette bien. Mais non, pour ce qui est des auteurs de bandes dessinées, je serais bien incapable d'en citer un seul. Merci Regric de nous avoir accordé cette interview. Je vous souhaite plein de succès et à bientôt. Merci à toi PH, c'est vraiment sympathique de ta part de m'avoir invité et d'offrir un si bel accueil à mon album. Et puis félicitations pour toute l'énergie que tu mets à défendre la BD franco-belge sur ton site internet et à la radio, etc. Et ça, c'est formidable. Bravo à toi. À bientôt. Então é isso aí, mais uma vez agradeço ao querido Regric por ter dado um jeito de fazer com que essa BD chegasse aqui ao Brasil, no nosso canal. Eu espero que ela seja editada no Brasil e pelo menos agora os leitores já a conhecem. Então é isso, gente, mais uma vez agradeço ao Regric e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!